Bonjour et bienvenue sur Style Comics, c'est Olivier et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mon ami Gaël. Salut Gaël. Salut Olivier. Pour vous parler à nouveau de Thor et pour continuer notre petit marathon de comparaison et d'études de différents dessinateurs qui sont passés sur The Mighty Thor, en l'occurrence aujourd'hui, à l'époque ça s'appelait The Mighty Thor. Alors la page suivante, alors cette page-là je l'ai sélectionnée aussi parce qu'elle est, bon, elle est très simple, hein, elle est moins spectaculaire et tout, mais il y avait deux choses en fait, enfin trois choses que je retrouvais, que j'aimais bien de Sharon Friend justement Oui. dans Spider-Man. Le premier c'était le fait que je trouvais que c'était un dessinateur qui, sans être ultra réaliste, traduisait bien les environnements du quotidien en fait. Oui, les scènes de vie Et quotidiennes surtout, sont super bien rendues par lui. ouais, et c'était toujours basique. En fait, il n'y avait pas d'éléments tape à l'œil. Tu vois, les décors, ils étaient pas, c'était pas des designs sortis des catalogues ou tu vois, même des modélisations 3D comme aujourd'hui, tu peux voir chez certains artistes qui te font des décors dingues, tu vois, dans des intérieurs hyper stylisés, etc. Là, c'était effectivement, tu étais souvent dans de la table de nuit simple, du lit simple, de la commode simple et tout. Mais j'ai le souvenir vivace de l'appartement de Peter Parker qui avait toujours l'air très crédible en fait, tu vois. Mhm, Et aussi très cheap. Tu sais, il mhm. y avait ce petit côté, je trouvais dans son dessin, de toujours représenter des environnements très modestes en fait. Oui, Et c'est ce que j'ai retrouvé là un peu, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Le deuxième point, c'est, comme tu disais, les scènes de vie. Euh, voilà, des personnages qui parlent, là encore une fois, variation des angles, variation mhm, des... Alors tu vas me dire, c'est la BD de base, oui, mais là, tu as 7 cases qui sont quand même pas mal dialoguées, ouais. et où tu as eu juste une scène, c'est son fils, hein, c'est ça, Oui, c'est dans ça. C'est l'histoire, en Kevin fait. Masterson, ouais. C'est ça. Et oui, on va peut-être situer d'ailleurs qui est Kevin Masterson Alors, Kevin pour les gens qui Masterson, n'ont pas lu c'est, ça. entre guillemets, c'est Thunderstrike 2, qui est le fils D'accord. ça y est, j'ai oublié son prénom. De Masterson, donc le père que vous voyez là avec sa canne, qui va devenir pendant quelques temps l'alter ego de Thor, et qui viendra lui-même plus tard le premier Thunderstrike, avant de mourir. Voilà. Donc là, en fait, on introduit un nouveau personnage à ce moment-là, qui va devenir l'alter ego de Thor, et on apprend un peu plus sur lui et son quotidien, justement, grâce à ce genre de page où on le voit justement en famille. Ça, c'est une scène aussi qui parle de divorce, de garde partagée, Mm. donc Ouais. de difficultés à gérer différents pans de sa vie pour un père entre guillemets célibataire. Et c'est des éléments importants qui sont pas, euh, comment dire, apportés de façon ultra poussée, mais qui subtilement sont suggérés par ces pages-là et qui permettent en fait de créer un background à un tout nouveau personnage qui apparaît dans l'univers de Thor à ce moment-là. Ouais, et puis c'était vraiment aussi un style d'écriture qui était, euh, on va dire un peu, je vais pas dire commun, mais qui était fréquent en tout cas à l'époque. Mhm. C'était d'avoir des subplots comme ça que tu allais Exactement. dérouler sur plein d'épisodes. Là, je me Exactement. souviens plus trop, mais je crois que c'est en deux trois pages, cette partie-là. Sûrement, ouais, J'ai oui. pris une des trois pages. Et cette scène-là, et en fait, elle est effectivement assez touchante. Et en même temps, on va revoir après les conséquences, enfin, en tout cas la suite. Vraiment, à chaque épisode, tu vas avoir à chaque fois un petit bout, jusqu'au Mhm. moment où effectivement, son destin et celui de Thor vont être plus liés. Mais donc ça, c'était vraiment le truc plutôt cool. Et puis, encore une fois, même dans la représentation des personnages de toujours, moi j'aimais bien aussi la façon dont il dessinait les visages. Je trouvais que les hommes, ouais, des fois un peu tous les mêmes têtes, mais et puis les coiffures, c'était pas mal celles de Ah, l'époque. c'est Mais coupe des années 90. Enfin, des années 80 ah surtout. ouais, Ouais. ouais, on est dans du brushing bien, Ouais. bien pour tout le monde en fait. Mais Ça c'était, sent le ouais, côte ouest. Ça sent le Dallas. oui, carrément, carrément. Surtout chez les femmes, hein. Vraiment, Oui, c'était oui, ben, vraiment c'était très clairement ça. marqué. Quand Mais tu déjà dans vois Spider-Man, hein, c'était le cas. la coupe de son ex-femme, c'est ça. Hein. C'est exactement Ouais, ça. On le voit en totalement fait vrai. dans les tenues, avec les pulls bouffants sur les manches et un Mm. peu échancrés avec du resserrage à la taille.
et un peu long aussi sur les jambes, avec les fuseaux, les leggings de l'époque. Enfin, c'est vraiment ancré dans son époque. C'est ça qui est aussi bien, c'est qu'on revit les années 80, début 80. Les tenues, les objets environnants, les décors, des fois les véhicules, quand on a des scènes de rue. Et Ron Frenz, il est très fort pour ça. Il dessine correctement son environnement du moment. Donc c'était aussi très inspirant pour moi qui dessine de voir un peu comment il faisait ça, comment il présentait différents types d'items dans ses pages. Et puis il y avait une espèce de d'épure aussi qui rendait, enfin moi je trouve, encore maintenant, tu vois, l'impression d'être dans un univers de comic book. Alors c'est peut-être parce que c'est notre génération et notre perception de l'univers de comic book s'est forgée à ce moment-là. Mhm. Mais tu vois, il y a pas le fait que ce soit finalement euh, pas aussi plus abstrait, on va dire, ou plus épuré dans la représentation des objets, des choses comme ça et tout. Bah, tu vois, une valise, ça reste une valise, un tabouret, ça reste un tabouret. Enfin, t'es pas dans une représentation où tu vas détecter des tendances vraiment actuelles, en Oui. fait, du monde actuel. Mhm. Et je trouvais que c'était aussi un des points qui fait que, et on en parlait tout à l'heure avec les immeubles, cette capacité à proposer une interprétation, pas une retranscription, mais une interprétation un peu fantasmée du Mhm. réel, je trouve donne un côté encore un peu plus universel. Là où aujourd'hui, tu vas avoir, chez pas mal d'artistes de comics, une représentation beaucoup plus fidèle Mhm. en fait au design réel, aux vrais immeubles, Ouais. etc. Mais qui du coup les dates et les inscrivent, je trouve, beaucoup plus que cet univers-là qui est resté quand même un petit peu fantasmé Ouais. entre du réel et du monde pur comics, Ouais. quoi, en fait. Mais donc voilà, et puis, tu vois, comme je disais tout à l'heure, juste pour finir sur cette page-là, encore une fois, un storytelling très simple. Les émotions, notamment, je trouvais qu'il les retranscrivait plutôt bien. Là, on le Ah voit oui. au moment où il traîne l'enfant. La main aussi, j'aimais bien tu vois, cette représentation de la main, en fait, qui a l'air très Oui. crispée, en fait. Et dans une scène touchante et tout. Donc, je pense qu'elle traduit aussi la tension. Et c'est des petits détails comme ça, Mhm. où l'anatomie était toujours Oui. juste, tu vois, pas exagérée, mais toujours, encore une fois, très comic book, Mhm. mais juste ce qu'il faut de détails et de réalisme pour que, à l'époque, en tout cas, moi, je trouvais que c'était un dessinateur, je vais pas dire réaliste, tu vois, mais qui avait un style qui faisait, euh, comment dire, le plus Ouais, crédible, c'est quoi, ça. en Ouais. fait. Et là, justement, tu parlais de détails, et je me rends compte que sur la 5e case, où il y a un close-up sur l'étreinte, Ouais. d'Eric Masterson à Mm. son fils Kevin, il y a un souci de couleur sur la manche du fils, en fait. Ils l'ont colorisé comme si c'était Ouais. une partie d'Eric Masterson, alors qu'en fait non, c'est Son son bras, fils. lui, ouais. Et ouais, et on a l'impression ça finit une empreinte bizarre de bras très réduits collé à la joue du personnage qui vient serrer son fils. Ça C'est fait vrai. très très chelou. Et il y avait souvent ce genre de petite erreur de couleur. Et c'est compliqué des fois de voir ces choses-là, ça fait un peu chelou. Ben, t'as l'impression que ce qui a induit en erreur, c'est le fait que la main soit là et que ça, ils se sont dit, ah ben ça doit être le Alors poignet. qu'en fait Du non. coup, ça doit être la manche qui est devenue une manche Ouais. longue. Alors qu'en fait non, c'est encore le t-shirt du gamin ouais, ils se sont un peu vautrés sur ce coup-là. C'est dommage. Alors, tu vois, alors moi, c'est marrant, ce qui m'a percuté plutôt, c'est t'avais effectivement les backgrounds n'étaient pas hyper travaillés, donc au niveau des couleurs, on y allait un peu tranquille, un peu Mais c'est des détente. aplats, hein. C'est des aplats tout En simples, termes hein. de, c'est des aplats Mm. et puis je suis pas très réaliste. Ou alors si t'as peint ta maison de cette couleur, c'est que Ah oui. vraiment t'as choisi cette moquette Moquette bien verte. verte avec ce fond-là et tout. Moquette pomme. C'est un Vert peu pomme. hardcore. Et c'est ça. Oui, voilà. En fait, non, mais ça se fait ça, hein. Oh my Aujourd'hui, god. tu peux trouver ça si ton gamin il est fan de foot. Tu peux lui faire sa Ouais. chambre quasi comme ça, couleur terrain de foot, tu Ouais. vois. Après, 2 ans après, il faut tout Ah, refaire. faut faire vérifier ses yeux et Mais tout, ouais, hein, ça, tu parce peux le que faire. là, tu perds des Mais points. c'est un fan, c'est un fan, hein. Mais par contre, j'ai trouvé cool, moi, c'est au contraire, c'est que dans le moment d'émotion, il y a abstraction totale de couleurs, en fait. Tout le fond devient blanc et du coup, ça les isole totalement, en Il faut fait. centrer sur
l'élément important de la case, et là c'est eux qui s'étreignent, il faut pas qu'on aille regarder, tiens, il y a une photo dans un cadre sur une commode, ou je sais pas quoi, il faut qu'on reste centré sur l'élément important sur lequel ils veulent s'appuyer dans cette case-là. Donc ça c'est aussi une autre technique de narration. On sait, dans la première case, on peut dire que c'est une sorte d'establishing shot de la pièce où ils sont. Les cases qui viennent après, on sait où on est en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'en rajouter partout. Donc voilà. Ouais, j'étais un peu étonné de ce petit effet de blanc là, un peu reflet. Mais je sais pas si ça a été rajouté. Faudrait voir avec le comics d'origine s'il y avait ça a peut-être été rajouté, je pense. À l'époque, parce que ça m'étonne, c'est pas. À mon avis, il n'y avait pas ça avant. Ouais, c'est pas forcément un truc que t'avais beaucoup. Ouais. Enfin, c'est pas en tout cas un effet de nuance qu'on retrouvait beaucoup dans les colorisations de l'époque. Non, pas du tout. Je pense que c'est ce truc-là, mais un truc qui a été rajouté pour la reproduction dans l'Epic Collection, mais pour quelle raison, on ne sait pas. Quelle est cette contre-lumière qui vient d'où? Il n'y a pas de fenêtre forcément à côté. Enfin, on n'a pas l'indication d'une fenêtre à cet endroit-là. Et bon. Ouais. Mystère et boule de gomme. Je suis allé trop vite là. Peut-être, je sais pas. On va passer un peu à l'action là. Ouais. Donc, combat contre le Juggernaut. Là, alors, cette page-là, je l'ai prise parce que effectivement, je vais me redire un petit peu, mais je parlais tout à l'heure du dynamisme dans chaque case. Là, encore une fois, on est dans une grille en 6 cases hyper contraintes, mais t'as vraiment du mouvement dans tout, quoi, en fait. Bah, si on recule un petit peu, tu vois que 5 cases sur 6, t'as des lignes de force qui viennent de partout, comme ça. Sauf celle où il y a le portrait de Thor énervé. Et c'est des speedlines, c'est des impacts, c'est des jets d'objets, c'est... Ouais. Bah, t'as les lignes, mais même sur celle-ci, hein, même sur celle de la 4e, là, le fait qu'il soit lui-même en décadré, tu vois, incliné, comme son visage soit sur la diagonale. C'est une ligne aussi. Alors en plus, tu vois, ça, c'est une ligne aussi, d'autant plus que ça va avec la forme de la bouche, et aussi avec... ça traduit, tu vois, l'énervement du personnage entre la bouche... les dents serrées, la coiffure qui est en train de partir en cacahuète, et puis cet axe-là, ça traduit effectivement le côté un peu barbare. D'ailleurs, que j'étais étonné de retrouver. Ça fait très Conan. Moi qui avais l'image un peu, tu vois, de. Ouais, carrément. En fait, c'est un des trucs qui m'a étonné. Bon, je pensais que vraiment c'était la période où Thor était très lisse, très en mode beau gosse, qui s'énerve jamais, toi. Et en fait, pas du tout. J'étais étonné de voir qu'à plusieurs reprises dans cet album-là, on le voit vraiment plus barbare que ce que je l'imaginais. Ouais. Puis là, c'est vrai que ce visage-là... Tu as raison, c'est une sorte de ligne de force. Ouais, c'est vrai que le visage de la 4e case fait beaucoup penser à certains visages de Buscema dans Conan. Ouais. Il y a possibilité d'avoir eu une sorte d'influence ou d'inspiration pour donner ce côté énervé et beaucoup plus violent et barbare que d'accoutumé à ce moment-là. Donc, je sais pas, ça serait aussi une question à poser au niveau des influences et tout ça, quoi. Bah, ça se voit un peu, justement, cette forme un peu... la forme de bouche. Triangulaire de la bouche, c'est un truc qu'on retrouvait. C'est ça. Et le petit nez fendu aussi, je trouvais que c'était un truc qu'on retrouvait souvent dans le Conan. Oui. Et là où effectivement, mais quand on parlait des influences de Ron Friends, en fait, c'est un truc que je trouve assez intéressant, c'est que tu sens vraiment le gars quand même qui a... À l'époque, moi j'aimais beaucoup son style, mais c'est vrai que c'était... comment dire? Il n'a pas fait école, en fait, on va dire. Et on voit lui-même que son style, finalement, est une espèce de fusion de plein de trucs, à la fois de Kirby, effectivement, on va le voir un peu après aussi, mais aussi de Buscema. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir que finalement son style à lui s'est forgé sur cette convergence d'influences, et en même temps il reste reconnaissable, en fait, parce que même des années plus tard sur Spider-Girl, il y a personne qui son style était reconnaissable. Bien sûr. Après, alors je sais pas s'il a fait école, disons qu'il a pas fait école comme des gens comme Buscema ou Jim Lee ou d'autres qui sont un peu plus comment dire, repérables chez plein d'autres artistes.
a fait école. Mais lui, il s'inscrit en tout cas dans une école graphique qui part du classique, justement, Kirby, Buscema et d'autres de la même époque. Et il a essayé enfin, il a essayé. Je suppose qu'il a synthétisé tout ça de façon consciente ou inconsciente, et ça a créé son propre graphisme. Et après, pour le côté faire école, je pense que il y a des artistes comme Pat Olive qui s'inscrivent en fait dans la digne Ouais, c'est lignée vrai. de son graphisme, tout en ayant un graphisme quand même graphiquement différent, mais on sent certains éléments au niveau du dynamisme, au niveau des positionnements, au niveau aussi de la narration, comment il présente les personnages dans une case, le type de positionnement dedans, les expressions. Et en plus éloigné, il y a des gens comme moi qui sont hyper fans de Ron Frenz. Ron Frenz, c'est mon mentor graphique primaire en fait. C'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire ce métier. Enfin, à cause de lui même, que j'ai eu envie de faire ce métier, ou que j'ai eu envie tout court de dessiner. Et même si, quand tu regardes ce que je fais, on voit pas Ron Frenz du tout, je m'inscris quand même dans son truc. Enfin, du Ron Frenz, j'en ai bouffé, surkiffé. Bah, Voilà. moi, c'est. De toute façon, on fera une vidéo spéciale sur sur Ron Friends, sur Spider-Man, Ouais, évidemment, parce qu'on va parler de Spider-Man, c'est ouais. sûr. Euh, Moi, je sais que c'est le premier artiste, quand je lisais Strange à Mhm. l'époque, c'est le premier artiste sur Spider-Man que j'attendais, en fait. Pareil, Dont j'attendais le retour sur pareil, les épisodes. C'est-à-dire, quand je voyais que c'était pas lui, j'étais pareil. déçu. Et c'est pas parce que je l'ai découvert en premier, etc. Mais il y avait tu vois, ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, cette parfaite adéquation entre un pseudo-réalisme Mhm. dans la représentation de l'environnement, qui crédibilisait Peter Parker, son appart, New York, Ouais. etc. Même si j'avais aucune idée à quoi ressemblait New York à l'époque, tu vois. Et en même temps, une représentation super héroïque et dynamique, parfaite en Mhm. fait. Dans la musculature, dans le côté, tu vois, les costumes old school, ça passe très Ouais. bien, etc. Et c'est vrai que même à côté d'un John Byrne que j'avais découvert dans Alpha Flight, tu vois, c'était autre chose. Tu vois, sur Spider-Man, je voulais voir Ron Friends en fait. C'était alors que j'ai toujours, par exemple, plus aimé Byrne, mais pourtant il y avait vraiment ce côté-là. Et dès que je voyais que c'était pas lui, j'étais super Ouais. déçu. Et je suis assez d'accord sur le fait que son style, j'allais dire, c'est presque un style qui a l'air de rien. Parce qu'effectivement, comme je disais, il n'a pas influencé, mais je pense qu'aussi il arrivait à une période où les artistes, tu avais commencé déjà à avoir des artistes qui pétaient le moule comme Frank Miller, comme Walter Simonson, etc. Ouais. Tu vois. Euh, et lui restait dans un héritage beaucoup plus visible, Mhm. on va dire. Et puis là, on est dans une période, on est à 2 ans, 3 ans de. Enfin, on est déjà avec. On doit pas être très loin de l'arrivée de Jim Lee sur les X-Men. Mhm. On est à 2 3 ans de la création de Image Ouais. Comics. Et donc, c'est aussi logique qu'il n'ait pas fait école, parce que tout a été chamboulé. On va le voir Ouais. après quand on parlera de Thor un peu plus Mhm. tard, soit sur l'Epic Collection qui suit. Mais tout a été chamboulé en 4 5 ans, et donc ce style-là ne pouvait plus faire Mhm. école, en fait, typiquement. Sauf si tu faisais un peu du old school. Mais par contre, je trouve que c'est euh, une des raisons sans doute pour lesquelles ça nous a plu à l'époque, c'est que c'était comment dire, une façon très, très moderne pour l'époque, hein, mais très moderne et très dynamisée, de ce que d'autres avaient déjà bien travaillé et apporté comme Kirby, comme Bushma, etc. Mhm. Et tout. Même si effectivement, il n'était pas en rupture, comme pouvait l'être Frank Miller à Mhm. l'époque, ou en avance, comme pouvait l'être John Byrne aussi, Mhm. qui, euh, qui est parti aussi de ces influences-là, mais qui avait fait sa propre truc. Donc, j'allais dire, c'est presque un bon élève, un peu sage, tu vois, j'allais dire le Ron Howard du comics, Ouais. même si ça peut paraître Non, péjoratif, mais non, ça pas l'est du pas. tout, pas du Mais tout. tu vois, cette espèce de classicisme du bon Ouais. élève qui a bien retenu tous les trucs qu'il fallait faire et qui rend des planches carrées, Mhm. dynamiques, propres, où tu peux pas dire il n'y a pas de détails, tu peux pas dire l'anatomie elle est pourrie, tu peux pas dire les personnages sont pas expressifs. Et je trouve que dans la décennie des années 90, euh, où tu avais peut-être beaucoup plus de stars, mais sans doute moins bons, en tout cas qui étaient moins capables de rendre ce degré-là Mhm. de, de rigueur en Ouais. fait dans leur planche.
Moi, je trouve ça plutôt cool en fait. Mhm. Et là, quand je vois le dynamisme de cette page, c'est les sensations un peu de vitesse, d'impact que tu as à chacune des cases. Je me dis, c'est pas mal. Peut-être, on voit que la colorisation, ils ont tenté quelques trucs, tu vois. Ouais. Mais pour essayer de faire des effets et tout, c'est pas très heureux, Ah, ils faisaient avec mais les voilà. moyens et les Mais je trouve méthodes que de ça rend l'époque, bien. hein. Donc, mais ça rendait ce que ça devait rendre, Ouais, tu là, je vois. pense qu'il y a eu un. Ouais. Ouais, peut-être que je sais pas si il faudrait vraiment voir les originaux pour voir, parce que je pense que en termes de couleurs, effectivement, il y a un peu de, je sais pas, séparation, en tout cas, plusieurs types de couleurs utilisées. Des fois, il n'y a pas que des aplats, en tout cas, Ouais. pour les effets énergétiques. Mais, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Sur la page suivante, là, alors cette page-là, en fait, elle m'a plu pour deux aspects. Le premier, c'est que, ouais, c'est le fait qu'il y ait pour le coup une vraie cohabitation. J'avais l'impression de voir une réinvention d'une page de Kirby, en Ouais. fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu as vraiment ce découpage en quatre cases avec le même principe Mhm. de composition ultra dynamique dans chacune des cases, et notamment la première case où tu as cet effet de neige là qui est, je sais pas pourquoi, m'a fait vraiment penser à du Ben Kirby. parce qu'il En fait, il je y sais a pas, des scènes, en fait. l'ancrage a l'air plus. Tu revois les scènes de fight de Thor avec les géants de glace, souvent quand ils sont recouverts plus ou D'accord. moins par les souffles du, comment ça veut dire, les cascades of Thousand Winters, je sais plus exactement comment ça s'appelait, Mm. mais voilà, tous ces effets-là, c'est des effets qu'on a vus dans Kirby. Rien que le positionnement de la tête de Thor, le regard hagard, la Ouais, bouche ouverte, tu vois Kirby en fait. Le gars, il a intégré tous ces positionnements, toutes ces étreintes, ces empoignades qu'on avait dans les épisodes classiques de Kirby à l'époque, et en mixant avec un petit peu comment dire de Buscema à certains moments, bah voilà, ça fait du Run Friends hyper dynamique, des speedlines, des impacts, on passe du froid au chaud en temps de deux cases, non, c'est hyper fort, c'est hyper fort, c'est des choses ouais, et puis même ce petit effet de main là, en fait, la façon dont on retrouve un peu ces mains un peu épaisses, ouais, effectivement, pas avec les doigts carrés, oui, mais pareil, la main de Loki qui tient à la gorge de Thor dans la ouais, première case, je trouve qu'elle fait vraiment très Kirby oui, dans la texture du gant, etc. exactement, ouais. Et en même temps, il y a cette espèce de modernité aussi dans les effets, Mhm. et notamment la dernière case, en fait. Ouais, Euh, elle est super je bien crois que c'est case, d'ailleurs pour celle-là que j'ai sélectionné la page. Elle est hyper ouais, belle, en fait. Elle est, euh, je la trouve assez incroyable. En plus, vraiment un effet de pluie entièrement fait à ouais, l'ancrage. Il me oui, semble, hein, tu vois, je sais oui, pas ce c'est que tu en ça. penses, mais je crois que c'est pas du tout pas fait à la Ah couleur. non, Donc non, tu vois tous les effets quand même, tous les effets de travail, mhm, que ce soit sur la silhouette ou là sur les effets de rideau de pluie, en fait, mhm, qui sont ouf, quoi, en fait. Et l'image, elle est. On parlait tout à l'heure du côté barbare. mhm, Je trouve qu'elle, justement, elle a un côté très apocalyptique, en ouais, fait, dans la représentation du combat. Et d'ailleurs, tout le combat est comme ça, en fait, hein. mhm, J'étais étonné parce que c'est un combat qui est assez violent, en ouais, fait, sans être gore ni rien, mais il est quand même assez violent dans l'échange. ouais, Et cette image est assez paroxysmique, en fait, mhm, dans cette image. Et ça, je trouvais ça, encore une fois, un bon exemple voilà, d'une approche un peu moderne, tu vois, de ce rideau de pluie, cet effet. En plus, le personnage de Thor qui semble vraiment être au bout de l'énervement ouais, et qui d'un coup devient une silhouette juste rageuse, quoi, en fait. mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça très moderne, mais pareil avec une approche de découpage, etc., héritée des dessinateurs d'avant, quoi. Et le truc, moi, qui me fait kiffer encore plus justement dans la série de pages qu'on a vue, c'est que on a encore Thor sans casque. Et moi, Thor, quand il a pas son casque, je suis en pleine kiffance. Il est encore plus puissant. J'aime bien hein, le casque, hein, franchement, Alors, j'aime c'est bien. marrant parce que Mais il est encore plus puissant et plus c'est vénère l'inverse quand il de n'a pas de plein de casque. gens. Il y a un côté Ah ouais, brut, Deodato, ça va te perdre. énergique qui apparaît quand il a plus de casque, qui le rend plus dangereux, ouais, il est plus primaire quoi. Donc comme on le voyait, tu Mm. sais, son casque était toujours vissé sur sa tête. Il va aux toilettes, il mange, et il y avait toujours son Ouais. casque sur sa tête. Et alors, le peu de fois où on le voit sans casque, moi j'étais toujours aux anges entre guillemets quoi. Donc voilà, c'est un bon choix de page que tu as fait. Bah, c'est surtout c'est toujours
un élément qui a toujours paru plus décoratif que fonctionnel en fait. Moi j'aimais bien, je sais pas si tu avais lu la mini-série dessinée par Chris Samney, en Mhm. fait, qui représentait et scénarisé par, le nom m'échappe, mais un très bon scénariste. C'est des petits épisodes contenus C'est quand il est jeune, d'un c'est d'un ça? Thor un peu jeune. Oui, oui, bien sûr, je connais. Oui, c'est ça. Oui. Et qui rencontre Jane Foster et tout. Donc c'est plutôt un ton un peu léger, etc. Mais j'aimais bien le design du casque parce Mhm. que ça faisait penser effectivement à un casque effectivement plus antique qui tombe légèrement sur le front, etc. Et qui ressemble plus à un casque que tu utilises pour te protéger que pour décorer en Ouais, parce fait. qu'il remplissait pas encore le costume, entre guillemets. Il est jeune. Oui, c'est ça. C'était ça. Non, mais c'est une approche un peu plus crédible, un peu médiévale d'ailleurs, parce qu'il y avait une partie d'ailleurs, Mhm. une espèce de cagoule un peu en code de maille et C'est tout, ça, ouais. qu'ils avaient ajouté, qui était plutôt pas mal. C'est des trucs qui crédibilisaient un peu le look en fait, qui Mhm. faisait moins lisse en fait, Ouais. dans le style. Et quand je parlais de violence là, du combat, j'ai remis ça aussi parce que la même chose en fait, le changement de couleur déjà, Oui, bah, dès que ça devient noir et avec blanc, le- il est en mode berserk. Ouais, bah ça tu vois, j'avais jamais trop vu avant. Ouais, tu penses que c'était fait à l'époque comme ça? Oui, oui, c'était comme ça, oui. Ouais. Justement pour Non, mais là, en plus, appuyer le c'est côté parfait. T'as sombre la pluie. de la scène et de son énervement. Là, il écrit bien qu'il aura sa vengeance, et ça part en sucette, quoi. Il manque de faire, enfin, Ouais. de Et puis, faire c'est. l'irréparable, quoi. Et la couleur revient quand il se ressaisit. Oui, ce qui est plutôt pas mal avec la mise en parallèle du tonnerre et du lien avec les éléments, en fait, de Exactement. son humeur avec les éléments. Mhm. Mais. Alors que c'est vrai que la première case, elle est. Alors, celle-là, je trouve qu'elle fait très Bouchma, quoi. Ouais. Carrément, Ah t'as oui, ça dans oui, bien Wolverine, sûr, bien sûr. à Madripoor et tout. Juste la main, l'impact, le visage qui est figé au moment de l'impact, en fait. Donc, après, le reste, effectivement, ça fait presque plus moderne, quoi. C'est avant Wolverine, avant Mister Patch, avant tout ça, hein. Mais Oui, bon, c'est des éléments ouais. classiques qu'il y avait déjà dans d'autres BD avant. Voilà, lui, il l'a fait, Ouais, dans les Avengers aussi, on voilà, avait ça. il l'a fait à sa sauce. Et puis, c'est des trucs qui apparaissent souvent enfin, qui apparaissaient assez régulièrement dans des épisodes de Thor, justement pour montrer la puissance de ses coups. Enfin, il frappe aussi fort que qu'il avait son marteau en main. Donc, voilà, là, on n'aimerait Mm. pas être à la place de Loki au moment où se fait rouer de coups, quoi. En plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'était une séquence où on voyait Loki physique, ce qui n'est pas non plus un truc que tu Oui, vois très souvent. Et ça, c'est pas juste je fais de la magie, je fais de l'illusion et tout. Là, ouais. c'était un mélange de plusieurs trucs et assez physique dans cette séquence. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. Mhm. Et effectivement, il y avait aussi cette idée de l'ancrage par rapport à la première page qu'on a vue tout à l'heure, qui était, Mhm. donc je pense que pour le coup, qui était ancrée par Josie Note, mais qu'on voyait vraiment, voilà, la touche parfaitement clean, parfaitement propre, etc. Et tout. Là, tu as vraiment une impression, c'est pas du Klaus Johnson, mais tu as quand même l'impression de gros coups de brush, de taille très variée, pas aussi propre. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est justement, je parlais Mhm. de Madripoor, enfin de Wolverine à Madripoor, parce que ça m'a rappelé ça justement. C'était Klaus Johnson, je crois, qui a ancré Bushma justement dans ses premiers épisodes. D'accord. Et du coup, voilà, tu avais ce côté un peu à la fois mélange de très épais, comme tu as ici, d'aplat noir et tout, mais pas aussi Mhm. propre que ce que faisait Josie Note en fait. Donc, Mhm. ouais, ça, voilà, je trouve que c'est une page vraiment en transition entre deux époques qui était plutôt pas mal. Et à l'inverse, j'ai sélectionné, juste pour finir, ces deux dernières pages qui sont ancrées par Josie Note, effectivement, et Dan Oui. Panosian. Et où là, par contre, on retrouve voilà, quoi, la propreté. Moi, j'adore. Hein, Là, enfin, bah là, c'est du Kirby, je tout trouve ça simplement. magnifique. Hein. Ouais. Mais alors, moins dans la musculature, pas tout à fait, tout à fait. Et même dans la posture et tout. Mais effectivement, tu vois que de toute façon, Josie Note, il ancrait, quand il ancrait Kirby, c'est comme ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est les effets, en fait, tu vois, de reflets sur le Oui. costume, et tous Mhm. les effets de texture, etc. et tout. Alors, c'est très classique, mais c'est hyper beau, ça fonctionne à mort. Aujourd'hui, t'as peut-être quoi, Steve Rudd, tu vois, qui arrive à faire de l'ancrage comme ça. Tu vois, très.
sur ce truc-là. C'est Steve Rudd, ouais, c'est ça. Mais ouais, moi je trouve ça. Effectivement, ça fait un peu ancien, mais c'est incroyable de maîtrise, en fait. Ah oui, et c'est toujours dynamique, hein. Toujours très très dynamique. Donc, non, non, c'est du beau travail. Et ça se voit encore un peu plus sur l'image suivante, là. Le travail sur le Mhm, Juggernaut, sur le fléau, est assez mhm, extraordinaire, je trouve. mhm. Toi, Bon, aujourd'hui, toi, tu dessines, tu fais pas ce genre de représentation du métal aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, t'avais Bob Layton sur Iron Man qui faisait aussi ouais, ce genre d'effet pour représenter le métal, et j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait à mort, quoi. Même encore maintenant, en ouais. fait. Bah écoute, enfin, pour parler de ma pratique, je fais le métal comme ils le font en fait, hein. J'essaie de travailler ça comme ça, mais ça n'a pas forcément exactement les mêmes formes, c'est pas aussi fluide au niveau des brillances, mais c'est le même principe. Après, chacun trouve sa signature graphique pour rendre telle ou telle texture reconnaissable pour soit du minéral, du métal lisse ou ébréché. Mais voilà, là, ça fonctionne super bien. On comprend exactement quelle pièce et de quelle matière. Et c'est tout ce qu'on demande, quoi. Donc, Mm. non, c'est superbement travaillé. Y a rien à dire. Ouais, et puis je trouve que l'image en noir et blanc, là, elle montre d'autant plus le travail de reflet, enfin du travail sur les textures et l'ancrage, que le personnage ressort énormément, quoi. Le Juggernaut, là, sur son trône, Ouais. enfin, tu ne vois que lui, quoi. Il a Mhm. t'as une sensation de volume, alors que le décor, il est pas, il est ancré en ligne très fine, et pourtant il est bien texturé, tu as une notion de profondeur, Mhm. etc., de volume, mais le fait que lui soit autant travaillé au niveau, avec des traits beaucoup plus épais, de reflets et tout, et je trouve qu'il te pop au visage directement, en fait. Et juste sur le travail d'ancrage et de précision de l'ensemble des petits traits qui sont faits. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette page. Ouais. Tu veux dire autre chose sur notre sur Run Friends, Sound sur le boulot de Friends? Run Friends sur Thor? Non, mais en tout cas, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre n'importe quel run de Tom DeFalco et Run Friends. Sur Thor, c'est juste magistral, en fait, en termes de des pics d'aventure, de puissance, et vous serez pas déçus. C'est vraiment quelques-unes des meilleures histoires qui ont été faites sur le personnage depuis sa création. Donc n'hésitez vraiment pas, allez-y. Lisez du Rod Fraise, que ce soit sur Thor, sur Spider-Man, sur Spider-Girl, sur autre chose. C'est une fusion du classicisme des années 60-70 avec une, euh, une précision fin 80-90 et tout ça est tout à fait bien mixé et géré. Donc vous serez pas déçus. Allez-y. Ouais, et pour avoir. Alors, moi, j'ai pas lu tout ce run-là, mais j'ai regardé, j'ai vu je crois que j'ai lu cette Epic Collection, je sais plus si j'ai pris celui d'après ou pas, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, il y a une vraie oscillation entre plusieurs genres, en fait. Mhm. On retrouve vraiment le côté. Et je crois que tu m'avais dit que c'était un des trucs qui te plaisait dans le temps. C'était, on passe de la mythologie à la science-fiction, on combat Exactement. contre les super-héros. On sent qu'il y a vraiment plusieurs genres à Mhm. l'intérieur. Et il y a toute une saga, justement, avec les Célestes et tout. Ouais. Et c'est l'avantage d'avoir des artistes comme ça qui ont des influences comme Kirby et tout, notamment. C'est que on passe vraiment de l'environnement d'Asgard médiéval, etc., au fin fond de l'espace avec des aliens et les célestes gigantesques et de la super Ouais. techno avancée, sans que ça paraisse bizarre, en fait. Et je pense que c'est aussi un des points intéressants à l'époque sur Thor, Ouais. qui était que ouais, ça restait très open là-dessus dans le style, ce qu'on peut retrouver encore un peu Mhm. aujourd'hui maintenant, mais là c'était quasiment d'un épisode à un autre, quoi, en fait, quand Ouais, tu changeais d'ambiance. justement, tu parlais du run avec les Célestes. Je crois que ça s'appelle en anglais The Celestial Saga. Ça doit être sur 3 ou 4 issues, Ouais. normalement. Et celui-là, c'est juste un run quintessentiel de Thor pour montrer à la fois la puissance physique phénoménale du personnage et sa petitesse par rapport, euh, par rapport aux entités que sont les Célestes. Qui le, qui Mm. le comment dire, le considère comme une sorte
virus en leur sein. Et ce parallèle-là est vraiment hyper bien montré et amené par l'écriture de Tom DeFalco et visuellement par Ron Frenz. C'est juste hallucinant. Puis c'est je crois le premier épisode de Thor où le personnage casse son marteau littéralement en fait. Donc non, celui-là il faut absolument le lire, absolument. Et c'était un autre truc, puis il faut venir là-dessus, mais que je trouve intéressant, c'est que ils arrivent à traduire cette superposition des mythologies presque. C'est-à-dire qu'ils arrivent à donner à Asgard et à l'univers des dieux nordiques quand même pour montrer à quel point ils sont supérieurs à l'univers des humains et tout. Mais après, ils sont effectivement remis en perspective directement au niveau cosmique. Et du coup, c'est eux qui deviennent le petit niveau, on va dire. Ouais. Et ça, je trouvais ça aussi plutôt cool. En fait, c'était pas quelque chose, en tout cas moi à l'époque, quand je lisais Strange, tout ça et tout, c'était pas une notion que tu avais réellement, même dans les histoires comme des Avengers en fait. Donc ça, c'était un point effectivement assez intéressant, c'est très dépaysant, on va dire, par rapport à ce qu'on lisait à l'époque. Bah écoute Gaël, merci, ça fait... Alors, on a déjà fait 1 heure en fait. À la base, pour être tout à fait honnête, on devait faire 2 Epic Collection à chaque fois. On ne se lasse pas de parler en fait. On rentre, on parle des commodes, des lampes, des coiffures, etc. Donc forcément ça fait une vidéo un peu longue. Donc je te propose qu'on s'arrête là parce que déjà à chaque fois on se dit qu'on va faire moins long et on n'y arrive jamais. Désolé. Mais la prochaine fois on va... il va falloir je pense qu'en fait il va falloir que les gens nous écoutent en x2, x3, tu sais, en vitesse. Ah oui, comme ça on a des voix de Chipmunks. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement faire la deuxième vidéo qu'on va poster aussi et qui va pour se concentrer sur le travail de Mike Deodato Jr. Qui signait pas Junior d'ailleurs à l'époque, je crois. Si, justement, c'est à l'époque qu'il dessinait Junior. C'est à l'époque qu'il dessinait. À l'époque, il signait Junior. Ouais, et c'est après, plus tard, qu'il a enlevé le Junior. Ah, alors attends, tu vois. Ah oui, là, Junior, parce qu'il n'était pas en couverture. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est après qu'il a mis et non, parce que là, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. On est passé, entre-temps, Image Comics s'est fondé. Il y a eu la révolution graphique, visuelle qui a accompagné l'essor de Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane, etc. Et donc, on est vraiment parti sur une approche graphique totalement différente. On pourra, pour certains, considérer que c'est l'âge sombre, l'entrée dans l'âge sombre de Marvel. Et donc du coup, mais ça se situe à 5 ans d'écart, à peu près 5-6 ans d'écart. Et c'est intéressant de passer de l'un à l'autre. Mais on réserve ça pour une prochaine fois, pour un prochain épisode, un diptyque. Donc on aura fait sur Ron Frenz et Thor. Et puis voilà, et là comme ça vous pourrez comparer et voir comment on est passé d'un dessinateur Ron Frenz qui a fusionné beaucoup d'influences du passé avec Mike Deodato Jr., donc, qui annonçait, qui était clairement un dessinateur de son époque, avec ce que ça a de bon et de mauvais, et qui annonçait plus les dessinateurs à venir que rendait hommage aux dessinateurs du passé. Ben voilà, merci beaucoup Gaël. Je mettrai comme d'habitude dans la description tous les liens où vous pouvez aller contempler les magnifiques dessins et couvertures que fait Gaël sur ces différentes plateformes. Et puis merci encore de suivre cette petite chaîne où on parle beaucoup de comics, y compris de comics très anciens. Mais j'espère que les cinquantaines de personnes qui nous regardent ont aimé cet épisode-là. Donc on se rend rendez-vous très vite pour la deuxième partie sur Thor. Et puis après, on passera à Spider-Man, un petit personnage pas très connu. Mais vous l'aurez compris, Gaël est fan. Donc il faut absolument qu'on parle très vite de Spider-Man et de tous les artistes qui ont bossé sur Spider-Man. Merci beaucoup Gaël, et puis à très bientôt. Merci à toi. À plus tard. On pourra parler de Cardiaque, mais pas de Carnage, parce que j'ai regardé pas plus tard qu'hier le deuxième Venom, et j'ai besoin d'un temps de recueil. En fait, je ne sais pas que c'était à ce point-là. Voilà, donc déjà que j'étais pas fan du perso, mais alors là pour le coup, je me suis dit mais
heureusement que j'ai attendu que ça passe sur Canal et que je ne peux pas aller le voir. Ça aurait été trop bien. Bah, tu me diras, Trop si tu l'as vu, tu me diras ce que tu as pensé de Morbius aussi. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Je pense que je vais attendre pareil qu'il sorte sur Canal pour le voir. Parce que je pense que ça me laisse quand même... c'est-à-dire que le Spider-Verse Sony... ouf. On en reparle à ce moment-là. Au moins pareil, pendant 1 heure. Ouais, parce que vraiment, il y a tellement de questions sur ce qui va pas dans ce film, Venom 2, que je suis effaré qu'il y ait des producteurs professionnels, même des professionnels du cinéma qui se sont dit ouais, ça va passer, c'est bon. Ça. Donc voilà, donc, on fera Carnage très tard. Ok, bah écoute, merci encore à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'ici, et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux, vous savez où me trouver. Et à très bientôt pour la suite de Thor avec Gaël et Mike Deodato Jr. Ciao. Bonne soirée à tous, au revoir.